Bonsoir à tous, bienvenue dans Voyage au bout de la nuit. Aujourd'hui, je vais poursuivre la lecture du roman de l'écrivain russe Fyodor Dostoïevski, Les démons, qui a été publié en feuilleton à partir de 1871 jusqu'en 1872 dans Le Messager russe et dont la composition débuta en 1869. Il raconte l'histoire de jeunes révolutionnaires voulant en renverser l'ordre établi. J'en étais à la première partie de ce livre et je venais de commencer le chapitre 4. Je poursuis donc cette lecture et n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Merci. Le baron passa 1 heure chez elle et prit le thé en compagnie de Stéphane Trofimovitch, qu'elle avait invité tout exprès pour l'exhiber. Le baron le connaissait par ouï-dire, ou fit tout simplement mine d'en avoir entendu parler. Mais pendant le thé, il ne lui accorda pas grande attention. Bien entendu, Stéphane Trofimovitch savait parfaitement se conduire. Il avait d'excellentes manières. Quoique d'origine assez humble, il avait eu la chance d'être élevé dès son enfance dans une famille noble de Moscou et avait donc reçu une bonne éducation. Aussi parlait-il le français, comme un Parisien. Le baron devait ainsi comprendre dès le premier coup d'œil de quels gens Varvara Petrovna s'entourait, même dans sa retraite provinciale. Il n'en fut rien cependant, le baron ayant déclaré que les bruits qui commençaient à circuler au sujet de la grande réforme étaient parfaitement exacts. Stéphane Trofimovitch ne put y tenir. Et cria tout à coup « Hourra !» en faisant un geste qui devait exprimer son enthousiasme. Ce cri fut lancé d'une voix modérée, et même non sans une certaine élégance. Il se peut même que l'enthousiasme eût été calculé par le geste étudié devant le miroir 1/2 heure avant le thé. Mais sans doute Stéphane Trofimovitch ne le réussit-il pas. Aussi le baron se permit-il un léger sourire pour glisser aussitôt, cependant, une phrase, des plus courtoises, sur l'émotion fort compréhensible de tous les cœurs russes devant le grand événement. Il prit congé bientôt après, et en partant, n'oublia pas de tendre de doigts à Stéphane Trofimovitch. Revenue au salon, Varvara Petrovna garda le silence pendant quelques minutes, en faisant semblant de chercher quelque chose sur la table. Soudain, elle se tourna vers Stéphane Trofimovitch, et toute pâle, les yeux étincelants, elle murmura entre ses dents serrées « Je ne vous le pardonnerai jamais ». Le lendemain, elle se conduisit avec lui, comme si de rien n'était, et depuis, ne lui fit aucune allusion à cet incident. Mais 13 ans plus tard, elle le lui rappela à une minute tragique, et lui en fit reproche. De nouveau toute pâle, exactement comme si elle l'était 13 ans auparavant. Cette phrase, « Je ne vous le pardonnerai jamais ». Varvara Petrovna ne l'a dit à son ami que 2 fois en toute sa vie. La première fois qu'il l'entendit, ce fut encore bien avant la visite du baron. L'incident est si caractéristique et eut, me semble-t-il, une si grande importance dans la vie de Stéphane Trofimovitch que je me décide à le relater. C'était en 1855, au printemps, au mois de mai. Bientôt après que l'on eut reçu ça va être compliqué, que l'on eut reçu à Gzgvo-Rechniki la nouvelle de la mort du lieutenant-général Stavrogin, vieillard insouciant et léger qui trépassa des suites d'un dérangement d'estomac en se rendant en Crimée où il avait été nommé dans l'armée active. Varvara Petrovna prit le deuil, mais son affliction ne pouvait être très profonde, car pour cause d'incompatibilité d'humeur, elle vivait depuis 4 ans complètement séparée de son mari, à qui elle servait une pension. Le général appartenait à la plus haute noblesse et avait de grandes relations, mais il ne possédait que 150 âmes et son traitement, toute la fortune, ainsi que Gzgvo-Rechniki, appartenait à Varvara Petrovna, fille unique d'un riche fermier, des eaux de vie. Néanmoins, la soudaineté de cette mort la bouleversa et elle se retira dans la solitude.
Stéphane Trofimovitch ne la quitta pas, bien entendu. Le printemps était dans toute sa force. Les merisiers se couvraient de fleurs. Les soirées étaient splendides. Les deux amis se réunissaient tous les soirs dans le jardin et assis sous une tonnelle jusque fort avant la nuit, ils se confiaient mutuellement leurs sentiments et leurs pensées. Ils vivaient là des minutes véritablement poétiques, sous l'impression du changement survenu dans son existence. Varvara Petrovna se montrait plus loquace de coutume. Elle cherchait pour ainsi dire à atteindre le cœur de son ami. Cela dura ainsi plusieurs soirs de suite. Mais une pensée étrange illumina soudain l'esprit de Stéphane Trofimovitch. Cette veuve inconsolable, n'a-t-elle pas des vues sur lui ? Ne compte-t-elle pas sur une demande en mariage de sa part à l'expiration de l'année de deuil ? Pensée cynique, mais on sait que les esprits élevés fut précisément la variété et la richesse de leurs idées. Sont assez enclins parfois aux pensées cyniques. Il se mit à examiner les choses. Oui, c'était bien cela, semblait-il. Il se prit à réfléchir. Une immense fortune, il est vrai. Mais Varvara Petrovna, en effet, n'avait rien d'une beauté. Elle était grande, osseuse, son visage jaune, démesurément allongé, avait quelque chose de chevalin. Tourmenté par les doutes, Stéphane Trofimovitch hésitait de plus en plus, et même par 2 fois. Il pleura. Il pleurait assez facilement, du reste. Cependant, le soir, sous la tonnelle, son visage prenait, sans qu'il le voulût, une expression quelque peu capricieuse et ironique, avec une nuance de fatuité hautaine. Ces expressions apparaissent d'ordinaire chez l'homme d'une façon imprévue, sans qu'il s'en doute et qu'elles se remarquent d'autant mieux qu'il s'agit d'une nature plus noble, plus élevée. Dieu sait ce qui se passait dans le cœur de Varvara Petrovna. Mais il est probable qu'il ne s'y passait rien, qui pût justifier les soupçons de Stéphane Trofimovitch. D'ailleurs, elle n'aurait jamais consenti à échanger contre le nom de ce dernier, si glorieux fût-il son nom de Stavrogin. Peut-être y eut-il, de sa part, une sorte de jeu féminin. Manifestation d'un besoin inconscient, si naturel chez la femme, en certaines circonstances exceptionnelles. Du reste, je ne garantis rien. Insondables jusqu'à ce jour, encore sont les profondeurs du cœur féminin. Je poursuis cependant mon récit. Il est à croire qu'elle comprit fort vite l'expression étrange du visage de son amie. Très fine, elle était bonne observatrice. Et lui, il était parfois un peu trop ingénu. Mais leurs entretiens nocturnes continuèrent, toujours aussi poétiques et intéressants. Un soir, après une conversation particulière, animée et poétique, ils se séparèrent amicalement, avec une chaude poignée de main, au seuil du pavillon où logeait Stéphane Trofimovitch. Celui-ci y passait presque tous les étés, quittant alors la vaste et luxueuse maison de Skvorechniki. Rentré chez lui, Stéphane Trofimovitch prit distraitement un cigare et, sans l'allumer, s'arrêta. Fatigué, devant la fenêtre ouverte, il contemplait les petits nuages blancs légers comme un duvet qui glissaient autour de la lune, quand soudain, un léger bruit le fit tressaillir et se retourner. Varvara Petrovna, qui avait quitté à peine 4 minutes auparavant, se tenait debout devant lui. Son visage jaune avait pris une teinte bleuâtre. Ses lèvres serrées tremblaient aux commissures. Pendant une dizaine de secondes, elle le fixa droit dans les yeux d'un regard dur, implacable. Et tout à coup, murmura d'une voix haletante « Je ne vous le pardonnerai jamais. » Quand 10 ans plus tard, Stéphane Trofimovitch, ayant au préalable fermé les portes, me raconta à voix basse cette triste histoire. Il me jura qu'il resta à tel point médusé qu'il n'entendit ni ne vit comment Varvara Petrovna avait disparu. Comme jamais dans la suite, elle ne fit allusion à cet incident, et comme tout, continua à marcher comme par le passé. Il fut toujours porté à croire qu'il avait eu une hallucination, d'autant plus que, cette même nuit, il tomba malade et resta souffrant pendant 15 jours, ce qui mit tout naturellement fin aux entrevues sous la tonnelle. Néanmoins, et si tant est qu'il fût de considérer cette apparition soudaine comme une hallucination, depuis lors, il vécut tous les jours
dans l'attente inconsciente de la suite ou, pour mieux dire, du dénouement de cet incident. Il lui était impossible de le croire terminé. Mais alors, de quel œil singulier ne devait-il pas considérer parfois son ami ? Chapitre 5. Varvara Petrovna avait même imaginé pour Stéphane Trofimovitch un costume auquel il resta fidèle toute sa vie. Ce costume élégant avait du caractère et lui allait très bien. Il consistait en une redingote noire à longues basques et étroitement boutonnée presque jusqu'au col. Avec cela, il portait un chapeau mou, à large bord, remplacé en été par un chapeau de paille, une cravate de batiste blanche, un grand nœud et à bout flottant et une canne à pommeau d'argent. Ses longs cheveux qui retombaient sur ses épaules étaient châtain foncé. Il n'avait commencé à blanchir un peu que dans les derniers temps. Il ne portait ni barbe, ni moustache. On racontait qu'il avait été très beau étant jeune. Mais je trouve qu'il gardait encore dans sa vieillesse un aspect fort imposant. Et d'ailleurs, est-on vieux à 53 ans ? Mais par une sorte de coquetterie civique, non seulement il ne cherchait pas à se rajeunir, mais semblait faire parade de son âge. Dans ce costume, grand, maigre, ses cheveux tombant sur les épaules, il ressemblait à quelque patriarche, ou plutôt au portrait lithographié du poète Kukolnik, qui figure dans l'édition de ses œuvres publiées peu après 1830. Surtout lorsque, assis, il était sur un banc, dans le jardin à l'ombre des lilas, un livre ouvert à côté de lui, les deux mains appuyées sur sa canne, il contemplait le soleil couchant, plongé dans des poétiques rêveries. À propos de livres, il faut dire que ces derniers temps seulement, il paraissait négliger la lecture. Pourtant, il lisait régulièrement les revues et les journaux que Varvara Petrovna faisait venir en abondance. Il s'intéressait aussi au succès de la littérature russe, tout en gardant toujours, cependant, une attitude digne et détachée. Un moment, il parut se passionner pour l'étude de notre politique extérieure et intérieure, mais il en eut bientôt assez, et il la délaissa. Je noterai ainsi qu'il lui arrivait parfois d'emporter Tocqueville au jardin, tout en cachant dans sa poche un volume de Paul de Kock. Du reste, ce ne sont là que des vétilles. À propos du portrait du poète Kukolnik, je noterai encore en passant que Varvara Petrovna avait découvert pour la première fois cette lithographie, étant enfant à l'Institut des jeunes filles nobles de Moscou. Elle tomba aussitôt amoureuse de ce portrait, selon la coutume de toutes les pensionnaires qui s'éprennent de n'importe qui, le plus souvent de leurs professeurs et surtout de leurs maîtres de calligraphie et de dessin. Le plus curieux, ce n'est pas l'enthousiasme de la petite fille, mais le fait qu'à l'âge de 50 ans, Varvara Petrovna conservait encore cette image comme un souvenir des plus intimes, des plus précieux. Il se peut même que ce fût uniquement à cause de cela qu'elle avait imaginé pour Stéphane Trofimovitch un costume quelque peu ressemblant à celui du poète. Mais ce n'est là qu'un détail insignifiant de plus. Les premières années de son séjour chez Varvara Petrovna, ou pour parler plus exactement durant la première partie de ce séjour, Stéphane Trofimovitch songeait encore à écrire un ouvrage de longue haleine, et il se préparait chaque jour à s'y mettre sérieusement. Mais le temps passait, et il ne savait plus, semblait-il, comment s'y prendre pour commencer. Il nous répétait de plus en plus souvent « Je suis prêt à me mettre à l'œuvre. Tous mes matériaux sont réunis, mais cela ne marche pas. Impossible de travailler. » Et il baissait la tête avec accablement. Sans aucun doute, cette situation devait encore le rehausser à nos yeux, en lui conférant le prestige d'un martyr de la science. Mais lui, il aspirait à autre chose. On m'a oublié, laissait-il souvent échapper. Personne n'a plus besoin de moi. Cette mélancolie profonde s'empara de lui tout particulièrement vers 1860. Varvara Petrovna comprit enfin que la situation était grave. Elle ne pouvait du reste supporter la pensée que son ami fût oublié et que personne n'en eût plus besoin. Pour le distraire et aussi pour donner un nouveau lustre à sa renommée, elle l'emmena à Moscou, où elle comptait encore quelques belles relations, dans les milieux scientifiques et littéraires. Mais Moscou ne les satisfit pas.
Nous étions alors à une singulière époque. Il y avait quelque chose de nouveau dans l'air, quelque chose d'étrange qu'on ressentait partout, même à Skvoreshniki, et qui différait par trop, de notre ancien calme. Des bruits divers circulaient. Pour ce qui était des faits, et on les connaissait plus ou moins, mais outre les faits, il y avait encore les idées qui les accompagnaient, et même en très grand nombre. C'était précisément cela qui troublait les esprits, impossible de s'y reconnaître et de savoir au juste ce que signifiaient toutes ces idées. Conformément à sa nature féminine, Varvara Petrovna tenait absolument à ce qu'il y eût là quelques mystères. Elle se mit à lire elle-même les revues et les journaux, les publications étrangères interdites en Russie, et jusqu'aux proclamations révolutionnaires qui commençaient alors à faire leur apparition, et qu'on lui faisait parvenir. Mais tout cela lui donna le vertige. Elle entreprit alors d'écrire à ses amis et connaissances. Mais les réponses étaient rares et de moins en moins compréhensibles. Stéphane Trofimovitch fut solennellement invité à lui exprimer toutes ses idées, une fois pour toutes. Mais les explications qu'il lui fournit la laissèrent mécontente. Stéphane Trofimovitch observait à l'égard de tout le mouvement contemporain une attitude hautaine et dédaigneuse. Pour lui, tout se réduisait à ce qu'il faisait, qu'il était oublié et qu'on n'avait plus besoin de lui. Cependant, on finit aussi par se souvenir de lui, tout d'abord dans les publications étrangères où l'on parlait de lui comme d'un malheureux exilé, puis aussitôt après à Pétersbourg où l'on cita son nom parmi ceux de la glorieuse Pléiade. Il fut même comparé, on ne sait pourquoi, à Radistchev. Quelqu'un ensuite annonça qu'il était mort et promit de lui consacrer un article nécrologique. Stéphane Trofimovitch ressuscita instantanément et prit un air important. Son attitude dédaigneuse à l'égard de ses contemporains disparut, et il ressentit soudain le désir ardent de se joindre au mouvement et de montrer à tous ce dont il était capable. Varvara Petrovna retrouva sa foi et redevint extraordinairement active. Il fut décidé qu'on partirait sans plus attendre pour Pétersbourg, afin de se renseigner sur place, de juger de la situation par soi-même et, si possible, de prendre une part active au mouvement et de s'y livrer entièrement. Varvara Petrovna déclara même qu'elle était prête à fonder une revue et à y consacrer dorénavant toute son existence. Voyant jusqu'où allaient les choses, Stéphane Trofimovitch prit un air encore plus hautain et affecta en route, à l'égard de Varvara Petrovna, un ton quasi protecteur, ce qu'elle ne manqua pas d'enregistrer aussitôt dans sa mémoire. D'ailleurs, il y avait encore un autre motif important à son voyage. Elle songeait à renouveler ses hautes relations. Il lui fallait se rappeler, si possible, au souvenir du grand monde, ou tout au moins en tenter la chance. Mais le prétexte officiel du voyage était le désir qu'elle avait de revoir son fils unique qui terminait alors ses études au lycée de Pétersbourg. Pardon. Chapitre 6. Ils passèrent à Pétersbourg presque toute la saison d'hiver. Au début du grand carême, cependant, tous leurs projets s'évanouirent comme une bulle de savon irisée. Leurs rêves se dissipèrent, et le gâchis général, loin de s'éclaircir, se fit encore plus intolérable. Tout d'abord, Varvara Petrovna ne réussit pas à rétablir ses hautes relations, sinon dans une mesure insignifiante et au prix de pénibles humiliations. Elle se jeta alors, à corps perdu, dans les nouvelles idées, et se mit à organiser chez elle des soirées. Elle invita des littérateurs, et on les lui amena en foule. Plus tard, ils se mirent à venir d'eux-mêmes, sans invitation, l'un amenant l'autre. Jamais encore elle n'avait vu de tels écrivains. Ils étaient incroyablement vaniteux, mais ouvertement, comme s'ils remplissaient ainsi une sorte d'obligation. Certains d'entre eux, pas tous certes, se présentaient tout à fait ivres, et on eût dit qu'ils voyaient dans cette attitude une beauté particulière, nouvellement découverte. Ils étaient tous étrangement fiers, sans qu'on puisse savoir exactement pourquoi.
et chacun portait écrit sur son visage qu'il venait de découvrir un secret de la plus haute importance. Ils se disputaient continuellement et s'en glorifiaient. Il était assez difficile de déterminer au juste ce que tous ces gens avaient écrit, et cependant il y avait là des critiques, des romanciers, des dramaturges et des satiriques qui fustigeaient les travers sociaux. Stéphane Trofimovitch parvint même jusqu'au petit groupe qui dirigeait tout le mouvement. Il y avait loin de la foule des littérateurs à ses chefs, mais ceux-ci l'accueillirent très cordialement. Aucun d'eux pourtant ne le connaissait et ne savait de lui autre chose sinon qu'il incarnait l'idée. Il manœuvra si habilement autour d'eux que malgré leur attitude olympienne, il réussit à les faire venir 1 ou 2 fois chez Varvara Petrovna. Cela se montrait sérieux, poli, et se tenait parfaitement bien. Mais leur temps était trop précieux, évidemment. Les autres en avaient visiblement peur. Quelques anciennes célébrités littéraires, qui se trouvaient à ce moment-là à Pétersbourg, firent aussi leur apparition dans les salons de Varvara Petrovna, qui depuis longtemps entretenait avec eux des relations fort agréables. Mais à son grand étonnement, ces célébrités reconnues, indéniables, se tenaient coites, ou bien essayaient de s'introduire dans cette nouvelle bande, et la flattaient honteusement. Au début, Stéphane Trofimovitch eut le vent en poupe. On se précipita sur lui, et l'on se mit à l'exhiber dans les réunions littéraires. Quand il parut pour la première fois sur l'estrade à l'occasion d'une lecture publique, ce furent des applaudissements frénétiques qui durèrent 5 bonnes minutes. 10 ans plus tard, il s'en souvenait encore les larmes aux yeux. Moins par gratitude du reste que par une sorte de sensibilité artistique. « Je vous jure, et je suis prêt même à parier, me disait-il, mais à moi seul et en secret, que personne parmi tous ces gens ne savait absolument rien de moi. Aveu à retenir. Si au moment même sur l'estrade, et malgré son exaltation, il avait pu entrevoir clairement la vérité, c'est qu'il avait effectivement une intelligence aiguë. Mais elle n'était pas cependant si aiguë que cela, puisque 9 ans plus tard encore, ce souvenir lui était une offense. On l'obligea à signer 2 ou 3 protestations collectives, contre quoi il ne le savait même pas. Varvara Petrovna fut également invitée à protester contre une infamie, et signa aussi. Du reste, tout en fréquentant chez Varvara Petrovna la plupart de ces gens nouveaux, on ne sait pourquoi, croyaient de leur devoir de la considérer avec mépris et une ironie non dissimulée. Stéphane Trofimovitch me fit entendre plus tard dans ses moments d'amertume que ce fut précisément à partir de cette époque qu'elle se mit à l'envier. Elle comprenait certes qu'elle ne pouvait se lier avec ces gens-là, et néanmoins, elle les recevait, poussée par une curiosité avide et cette impatience maladive propre aux femmes. Et surtout, elle était constamment dans l'attente de quelque chose d'extraordinaire. Elle parlait peu à ces réceptions, bien qu'elle eût pu prendre part à la conversation, mais elle se contentait d'écouter. On discourait de l'abolition de la censure et du signe dur, de la substitution de l'alphabet latin à l'alphabet russe, de la déportation d'un tel, du dernier scandale, de l'utilité qu'il y aurait à démembrer la Russie pour la remplacer par une fédération libre, de la suppression de l'armée et de la flotte, du rétablissement de la Pologne jusqu'au Dniepr, de la réforme paysanne et des proclamations révolutionnaires, de l'abolition du droit d'héritage, de la famille, des enfants et des prêtres, des droits de la femme, de la maison de M. Kraïevski, que jamais personne n'avait pu pardonner à M. Kraïevski, etc., etc. Il était évident que cette bande de gens nouveaux comptait nombre de fripons. Mais aussi beaucoup d'hommes honnêtes, et même sympathiques, malgré leur côté assez étrange. Ces gens honnêtes étaient d'ailleurs plus incompréhensibles encore que les malhonnêtes et les brutaux. Mais on ne savait lequel des 2 groupes menait l'autre. Quand Varvara Petrovna annonça son projet de revue, on accourut en foule chez elle, mais elle se vit aussitôt traitée en face de capitalistes et d'exploiteuses. La brutalité de ces accusations n'avait d'égal que leur soudaineté. Ivan Ivanovitch Drozdov, un vieux général qui avait été l'ami et le compagnon d'armes de feu
Stavrogun, homme très digne, mais à sa façon, et que nous connaissions tous dans notre province, avec cela extrêmement têtu et colérique, gros mangeur, ayant une peur affreuse de l'athéisme, entra en discussion à l'une des soirées de Varvara Petrovna avec un jeune homme fort connu. Celui-ci lui lança dès les premiers mots « Si vous parlez ainsi, c'est donc que vous êtes un général », voulant dire par là qu'il ne pouvait trouver de terme plus injurieux que ce mot de « général ». Ivan Ivanovitch se mit dans une colère terrible. « Oui, monsieur, je suis général, et même lieutenant général, et j'ai servi mon empereur. Quant à toi, tu n'es qu'un gamin et un athée. » Scandale. Épouvantable, naturellement. Le lendemain, la presse s'empara de l'incident, et l'on se mit aussitôt à recueillir des signatures, au-dessous d'une protestation collective contre la conduite abominable de Varvara Petrovna, qui n'avait pas chassé immédiatement le général de chez elle. Un journal illustré publia une caricature représentant Varvara Petrovna, le général et Stéphane Trofimovitch, sous l'aspect comique d'un trio de réactionnaires. Ce dessin était accompagné de quelques vers composés à cette occasion par un poète fort connu. Je dois dire que nombre des gens ayant atteint le grade de général ont effectivement l'habitude comique de dire « j'ai servi mon empereur », comme s'ils avaient un autre empereur que nous autres. Simple sujet. Un empereur à eux seuls. Après cela, il était évidemment impossible de rester davantage à Pétersbourg, d'autant plus que Stéphane Trofimovitch lui aussi subit un fiasco complet. N'ayant pu y tenir, il avait osé proclamer les droits de l'art. À sa dernière lecture publique, il avait résolu de se lancer dans l'éloquence civique, espérant ainsi toucher les cœurs et comptant sur le respect que devait inspirer à l'auditoire son exil. Il admit sans discuter que le terme de patrie était inutile et comique. Il reconnut que la religion était néfaste, mais il déclara hautement, fermement, que les bottes étaient inférieures à Pouchkine, et même de beaucoup. Ce fut une telle tempête de sifflets qu'il fondit en larmes sur l'estrade même. Varvara Petrovna le ramena à la maison à moitié mort. « On m'a traité comme un vieux bonnet de coton », balbutiait-il, complètement perdu. Elle le soigna toute la nuit, lui administra des gouttes de laurier cerise, en ne cessant de lui répéter « On aura encore besoin de vous. Votre heure viendra. On reconnaîtra votre valeur. Autre part. » Le lendemain de bon matin, Varvara Petrovna reçut la visite de 5 littérateurs, dont 3 lui étaient inconnus. Elle ne les avait même jamais vus. Ils lui déclarèrent d'un ton sévère qu'ils avaient examiné son projet de revue et venaient lui communiquer leur décision à ce sujet. Or, Varvara Petrovna n'avait chargé personne d'étudier et de décider quoi que ce fût concernant sa revue. D'après la décision des dix littérateurs, aussitôt la revue fondée, Varvara Petrovna devait la céder avec tous les fonds à leur association, après quoi elle devait rentrer à Skvorechniki, en ayant soin d'emmener avec elle Stéphane Trofimovitch, qui avait vieilli et n'était plus à la page. Par un scrupule de délicatesse, il consentait à lui reconnaître la propriété de la revue et à lui envoyer chaque année un 6e des bénéfices. Le plus touchant de cette histoire était que 4 au moins de ces 5 personnages ne poursuivaient aucun but intéressé, mais intervenaient uniquement au nom de la cause commune. Et c'est là-dessus que nous allons arrêter cette lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN. Je vous souhaite une très bonne nuit ou une très bonne journée. À bientôt.